Plus de 8 millions de tonnes de céréales sèches et 650 000 tonnes de coton-graines. Telles sont les prévisions pour la campagne agricole 2015-2016. Et pour atteindre cet objectif, le gouvernement mettra à la disposition des agriculteurs 1000 tracteurs. Ces informations ont été données lors de la session du Conseil supérieur de l'agriculture présidé par le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. La rue de Bamako noire demande ce matin. Les Maliens sont sortis massivement pour une marche pacifique à l'appel de la coordination des associations et des organisations de la société civile. Ils ont réaffirmé leur soutien total au président de la République et se sont dit opposés à toute idée de division du Mali. 200 affaires inscrites au rôle de la première session de la Cour d'assises de Bamako, ouverte ce matin. Elle va siéger pendant un mois pour juger 230 personnes. Sera Batili nous édifiera davantage sur cette ouverture des travaux à la Cour d'appel de Bamako. Voilà pour le sommaire. Merci de votre présence. Bonsoir à tous. Tenue ce matin à Koulouba de la session du Conseil supérieur de l'agriculture, une session présidée par le chef de l'État. Il est attendu pour la campagne agricole 2015-2016 plus de 8 millions de tonnes de céréales sèches et 650 000 tonnes de coton-graines. Il faut noter que la session a également fait le bilan de la dernière campagne agricole, adopté le plan de campagne 2015-2016 et validé le plan national d'investissement dans le secteur agricole. Mamari Kouni, reportage. Document de programmation annuelle, le plan de campagne agricole définit un ensemble d'objectifs, d'activités, de stratégies cohérentes et des ressources destinées à promouvoir les activités agricoles, animales, piscicoles et aquacoles. Le plan de campagne 2015-2016, à la différence des précédents plans de campagne, est très ambitieux. Il couvre, comme je l'avais indiqué, une trentaine de filières, donc de chaînes de valeur. Ça veut dire que nous allons travailler très sérieusement à la promotion d'une trentaine de filières. Depuis les zones de production, identifier les contraintes, mettre en œuvre les potentialités, interroger les acteurs filières, comment les structurer, les organiser, et puis travailler sur les différentes composantes pour assurer une meilleure promotion de la filière. Donc ceci est une grande avancée. Soit nous mettre suffisamment au travail et soit nous permettre de couvrir l'ensemble du pays. De l'exposé du ministre en charge du développement rural, il ressort que 81% des objectifs des campagnes ont été atteints avec une production de près de 7 millions de tonnes, toutes céréales confondues, et 548 000 tonnes de coton-graines. Il faut toutefois déplorer à ce niveau l'écart entre l'évolution du parc industriel et celle de la production de coton. Pendant la campagne agricole 2015-2016, l'on table sur une production de 8 millions de tonnes de céréales sèches et 650 000 tonnes de coton-graines. En termes de prévision, la campagne c'est aussi 70 000 tonnes de viande, 5 500 tonnes de lait, 93 000 tonnes de poissons et la vaccination de 46 millions de têtes d'animaux et de volailles. Il est attendu un excédent céréalier de plus de 3 millions de tonnes. La campagne agricole 2015-2016 coûtera à l'État malien un peu plus de 189 milliards de francs CFA. Les agriculteurs se disent prêts à relever les défis. On est prêts, on souhaiterait que tous les engagements qu'on a pris devant le chef d'État aujourd'hui sera honoré parce que lui-même il a subventionné l'engrais à 11 000 francs le sac. Il a honoré aujourd'hui 1000 tracteurs qui sera subventionné à 50%. Donc je pense que les 8 millions de tonnes et les 650 000 tonnes de coton-graines, je peux dire que si la pluie nous accompagne, je m'engage au nom de tous les producteurs du Mali et les productrices qu'on va honorer cet engagement. Le Conseil supérieur de l'agriculture a également validé le plan national d'investissement dans le secteur agricole, un plan sur lequel le département du développement rural fonde beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, c'est très heureux. Je pense que ce soit les acteurs du monde rural, que ce soit donc l'encadrement technique, et les partenaires techniques et financiers auxquels je rends un vibrant hommage, vraiment une gratitude pour tout ce qu'ils ont investi dans l'élaboration du PENISA et tout leur accompagnement pour que donc, le PENISA soit validé. Aujourd'hui, annoncer que le PENISA
du Mali est validé en Conseil supérieur est une très très bonne nouvelle. Et ça va être l'instrument de gouvernance essentiel du secteur pour les 10 années à venir. Mais comme c'est un plan, nous avons convenu d'avoir le décliner en loi de programmation, comme chez les militaires. Nous avons aussi une loi de programmation des investissements dans le secteur agricole pour les 10 années à venir. Mais au-delà de la loi de programmation, comme c'est un plan, nous allons donc le décliner en un programme, au moins pour couvrir les premières 5 années donc des 10 ans du PNUDSA. Les acteurs du monde rural se sont quittés dans une belle ambiance. Une ambiance qui présage une bonne campagne agricole. En tout cas, le président de la République a déjà joué sa partition. Place maintenant aux acteurs. Et cette bonne nouvelle pour les agriculteurs du Mali, le gouvernement mettra à leur disposition 1000 tracteurs pour la campagne agricole 2015-2016. L'information a été donnée par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, lors de la session du Conseil supérieur de l'agriculture. Le chef de l'État en a profité pour faire un plaidoyer pour la sauvegarde du fleuve Niger et souhaiter une meilleure information de la jeunesse sur les métiers de l'agriculture. Nous l'écoutons au micro de Mamari Kouni. L'agriculture, pour qu'elle puisse donner ce qu'on attend d'elle, et on attend beaucoup d'elle, on attend tout d'elle aujourd'hui. Moi, j'attends tout d'elle. Il faut de l'eau. Il faut de l'eau. Pour irriguer, il faut de l'eau. Le Mali a la chance d'avoir le Niger qui va de Guinée jusqu'à l'Abzanga, ensuite Niger, et continue jusqu'à Lagos. Si ce fleuve Niger n'est pas sauvé, sauvegardé, tous ces projets magnifiques que M. le ministre a développés avec brio risquent d'être des nostalgies. Qu'à Dieu ne plaise qu'il en soit ainsi. Donc, d'où mon plaidoyer constant pour le Niger, fleuve Niger, pour qu'on puisse avoir la satisfaction de la réalisation de tout ce qui a été décliné ici aujourd'hui et qui donne fabuleusement à espérer. Les hommes sont de courage avéré, les schémas de l'avenir sont bien dessinés. Il reste maintenant que nous fassions nous aussi notre part là-dedans, État du Mali, et nous ferons notre part, je l'ai dit. Ce n'est pas parce que je voulais une sorte d'autopromotion que j'ai emporté par la ferveur et la chaleur de l'accueil du monde paysan que j'ai lancé ce défi des 15%. Pas non plus que je voulais battre un record par rapport à ce que Maputo avait suggéré, mais par conviction. Si on ne se fixe pas des objectifs majeurs, on n'a aucune chance d'en atteindre aucun. 10%, j'ai dit 15%, et j'ai dit à monsieur les membres du gouvernement qu'on fasse tout pour qu'il n'y ait pas de malice. En Mali, cette année, 14 et quelques. Il n'y a pas de 14 et quelques, j'ai dit 15%. Donc, je pense qu'il faut qu'on aille, ce n'est pas des choses fantaisistes, c'est des volontés délibérées par rapport à des objectifs de développement. Nous avons besoin de ça. Un peuple qui a faim n'est pas un peuple libre. Un peuple qui n'a pas faim, qui sait se nourrir, qui sait produire pour sa dignité, ce peuple est un peuple libre. Dès nous, dans le monde d'aujourd'hui, dont chacun de nous sait la complexité, les défis et les mépris. Qu'à Dieu ne plaise que ce soit jamais le cas du Mali. Le monde, avec les progrès scientifiques, avec l'intelligence de l'homme, avec l'apport également du microprocesseur, l'informatique, a fabuleusement fait en sorte d'alléger la pénibilité du travail agricole qui fut très dur autrefois, mais qui aujourd'hui est singulièrement allégé et rendu plus performant dans ses effets. Donc, c'est pourquoi nous allons essayer, avec le ministre du Développement rural, M. le Premier ministre,
de mettre à votre disposition ce parc de 1000 tracteurs, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est une des conditions sine qua non de l'atteinte de ce que nous avons souhaité, ce que nous souhaitons. Que ce pays soit un pays suffisant. J'aime pas le terme de puissance. Puissance ceci, puissance cela. Que nous soyons un pays qui se suffit et qui est également de solidarité avec les autres, ça veut dire qu'il soit en capacité également aussi d'export. Tel nous voulons que le Mali soit. Et nous voulons également que nos produits soient compétitifs sur les marchés mondiaux. Donc les calibrages, le soin à apporter à nos productions, cela doit être également l'un de nos soucis. On a parlé beaucoup aujourd'hui de production céréalière. Je n'ai pas entendu beaucoup, monsieur le ministre, sur les fruits et les légumes. Nous sommes un pays producteur aussi de fruits. Moi, je suis toujours gêné de voir, allant à Ségou, passant par Kondou, ces monceaux, ces montagnes, melons et autres qui pourrissent au soleil, faute de primeur. Et je crois savoir qu'aujourd'hui, on peut faire des boissons avec la plupart de ces fruits-là que nous ne savons pas totalement utiliser et qui n'entrent pas dans la chaîne de consommation parce qu'il n'y a pas de place de transformation pour c'est dommage. J'aimerais que notre jeunesse soit de plus en plus et de mieux en mieux informée sur les métiers de l'agriculture, sur la beauté de la production agricole. Comment, dans ce domaine-là aujourd'hui, on peut servir le pays, être utile au pays et également sortir soi-même du chômage ambiant et faire évoluer et gagner sa vie et très bien gagner sa vie. Qu'il n'y a rien d'infamant aujourd'hui à dédaigner le col blanc, qui d'ailleurs souvent ne l'est pas beaucoup, et se tourner vers le champ. On voit aujourd'hui, et c'est heureux, des ingénieurs dans d'autres disciplines que l'agriculture, même les architectes, se disant, je pense à un de mes jeunes frères, qui a compris l'intérêt de l'agriculture moderne et qui y fait merveille aujourd'hui. Je pense qu'il faut aussi que nous soyons sérieux. La question des intrants agricoles m'importe énormément. Et je ne souhaiterais et je ne remettrai aucune espèce de faiblesse dans ce domaine-là. Que des gens puissent s'amuser à fournir à nos paysans de l'engrais frelaté. Non! Il s'agit d'une question de santé publique, de morale et d'éthique, avec laquelle je serai intraitable. Intraitable. Donc, tous les aigres fins qui sont cachés dans ce secteur-là et qui pensent pouvoir se jouer de nous, se jouent d'eux-mêmes, se trompent. Parce qu'ils nous les démasqueront. Et ils auront le sort qu'ils méritent. Je le dis tranquillement. Les effets sur la production agricole, sur nos réserves d'eau, sur la qualité de notre eau, tout cela fait que l'entreprise est d'ordre purement et simplement criminelle. Donc, je pense que nous avons besoin d'une agriculture saine, d'une agriculture propre, d'une agriculture qui n'a pas besoin de ce genre d'expédients quand nous visons à l'excellence, aussi bien à l'interne qu'à l'exploitation. Enfin, je ne voudrais pas vous traîner en longueur. Et au regard de ce que j'ai vu ici aujourd'hui,
qui était assez clair, net, précis. Et les innovations faites par M. le ministre du Développement rural et celle brillante de mon homonyme président de l'Assemblée permanente de Chambre d'agriculture, Babacar Togola, je voudrais dire que je déclare valider le plan de campagne 2015-2016. J'autorise la subvention des intrants et équipements agricoles au titre de la campagne agricole 2015-2016. Je déclare valider le montage technique et financier du programme de subvention de 1000 tracteurs et kits à la disposition des producteurs et productrices durant la campagne agricole 2015-2016 afin d'améliorer le taux d'équipement de notre pays. Je déclare valider le plan national d'investissement dans le secteur agricole 2015-2025. À retrouver l'intégralité de la cérémonie de la session du Conseil supérieur de l'agriculture après cette édition. Je vous informe également que le président de la République a présidé cet après-midi à Samankou la journée du paysan. On vous proposera au cours de ce journal un extrait de l'intervention du chef de l'État au cours de cette cérémonie. Le chef de l'État qui sera au micro de nos envoyés spéciaux Tchédje Kamara, Aruna Diarra et Silatiki Traoré. L'actualité, c'est aussi cette marche pacifique ce matin dans les rues de Bamako. Du monde, il y en avait partout. Les Maliens sont sortis massivement pour réaffirmer leur soutien total au président de la République et se sont dit opposés à toute idée de division du Mali. Ils soutiennent l'accord de paix et de réconciliation nationale signé le 15 mai dernier entre le gouvernement et certains groupes armés. La marche est partie de la place de la Liberté pour s'achever au monument de l'indépendance. Bourama Traoré a suivi la marche, son commentaire. Difficile d'estimer le nombre de manifestants, mais la raison est toute simple. Soutenir l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Une raison jugée suffisante et qui est à l'origine de cette démonstration de force. Les Maliens unis comme un seul homme donnent de la voix. À l'appel de la coordination des associations et organisations de la société civile, les manifestants disent partager entièrement la position des autorités nationales sur la gestion de la crise du Nord. Même s'il faut les sacrifices ultimes, dit-on ici fièrement, le Mali ne sera pas divisé. Nous voulons le Mali tout entier, le Mali entier. Et cette paix-là, on la cultive. Inch'Allah, on va la gagner. Le président de la République a signé les accords. On va le soutenir. Vive le Mali. Le peuple malien a tant souffert. Nous sommes un peuple souverain et nous y resterons souverains. La situation du pays est certes difficile, mais pas question de perdre l'espoir. Les maîtres mots doivent être aujourd'hui unité et mobilisation. Initiateurs et manifestants partagent la même conviction. Ni malien, ni deux maliens, ni tchao malien, ni madalika bon malikon, ni bamakoya. L'appel. Au nom de toute la communauté marocaine, je suis là, telle qu'une citoyenne marocaine résidente à Bamako, mon pays d'accueil, le pays qui m'a accueilli chaleureusement. Je suis obligée de participer à tout son bonheur et son malheur. Le peuple est sorti. Ils sont venus s'exprimer. Ils sont venus dire une fois encore que le décès du Mali n'appartient qu'aux Maliens. Il faut dire une fois encore que c'est nous les Maliens. C'est à nous de faire notre destin. C'est à nous de lutter pour ce que nous voulons. Personne ne le fera à notre place. Je profite pour lancer un appel à tous nos frères qui n'ont pas encore signé l'accord de le faire sans condition et dans les meilleurs délais afin que nous commencions ensemble le processus de réconciliation nationale, le processus de la lutte contre le sous-développement qui est le vrai ennemi de notre pays.
La communauté internationale est invitée à prendre toutes ses responsabilités, surtout à faire pression pour que les mouvements armés qui n'ont pas encore signé l'accord du 15 mai 2015 à le faire rapidement. La mise en œuvre de cet accord doit permettre le retour de la sécurité et de la paix dans la partie nord du pays. Cette mobilisation qui est très forte, qui prouve l'aspiration de notre peuple vraiment à la paix, prouve qu'il y a aussi des impatiences, il y a des incompréhensions. Mais toutes ces impatiences et ces incompréhensions ne doivent pas nous amener à perdre de vue les efforts déployés par la communauté internationale pour nous aider. Des Européens sont morts sur notre pays, sur notre territoire, donc on versait leur sang pour le Mali. Il y a des Français qui sont morts, il y a des Africains qui sont morts, il y a des Asiatiques qui sont morts. Donc c'est aussi un devoir de reconnaissance pour nous. Nous demandons l'application pure et simple du contenu de l'accord, car maintenant ce n'est plus pour un gouvernement, ce n'est plus pour un parti politique, ni opposition, ni majorité, c'est maintenant un accord qui appartient aux Maliens. C'est pour ça que nous sommes sortis pour nous l'approprier. Cette marche, c'est l'appropriation de l'accord signé le 15 mai, pour faire une union sacrée autour de la République. Une union sacrée autour du président de la République. La marche pacifique de ce mardi, selon les initiateurs, est le début d'une série d'actions visant à déjouer tout projet de division du Mali. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir de cette grande marche. Elle va siéger pendant un mois pour juger environ 200 affaires, dont 70 assassinats. 230 personnes sont appelées à la barre. Je vous parle bien sûr de la première session de la Cour d'assises de Bamako qui s'est ouverte ce matin à l'ouverture des travaux. Le procureur général près la Cour de Bamako a mis l'accent sur l'insécurité, la corruption et le manque de moyens pour la justice pour mieux traquer les bandits. Compte rendu, Sarah Bachili. Juridiction compétente pour trancher les crimes et infractions connexes, la Cour d'assises de Bamako s'installe pour sa première session au titre de l'année 2015. Sur sa table, 200 affaires à examiner, dont 70 assassinats, 20 infractions contre les biens publics. Au total, 230 accusés, dont 20 femmes, comparaîtront devant la Cour. Meurtre, empoisonnement, rapt, viol et pédophilie sont les faits reprochés à ces présumés innocents. La justice concerne tout le monde. Et chacun doit s'impliquer pour sa mise en œuvre, en évitant de commettre l'erreur qui consiste à penser que le crime n'arrive qu'aux autres. Il arrive à tout le monde et peut frapper à toutes les portes, à soi-même, à un parent, à un ami, ça sème le trouble social. Dans cette quête de vérité sont associés des citoyens appelés assesseurs tirés au sort avec l'aide des préfets. La cérémonie a commencé par leur prestation de serment après lecture du procès verbal. Ces 11 personnes se sont engagées à juger leurs semblables aux côtés des juges professionnels. Pour le procureur général près la Cour d'appel de Bamako, la justice a besoin de moyens pour mener à bien sa mission. La criminalité prend de l'ampleur et l'insécurité va grandissante. Chaque ville, le laboratoire de police technique et scientifique, et diminuer, voire annihiler totalement les risques d'erreur et traquer mieux les délinquants. L'expertise médico-légale devrait être aujourd'hui l'allié sûr de la justice. Et je pense qu'il est inconcevable qu'en ce XXIe siècle, la police continue à utiliser, quand je parle de police, je parle de la police judiciaire, police et gendarmerie, continue à utiliser les moyens artisanaux d'investigation, se fiant à la bonne étoile de l'enquêteur ou alors à la fragilité d'un suspect. La science doit être au chevet de la justice aujourd'hui pour éviter des errements. En matière de droit, nous le savons tous, toute erreur se paye cash et au plus fort, puisque ce sont les atteintes portées à la dignité, à l'honneur, parfois même jusqu'à la vie. Un autre problème de la justice, la lutte contre la corruption qui devient de plus en plus difficile selon le procureur général. Depuis près de 2 décennies, la traque de la délinquance à col blanc est devenue un programme politique. Mais plus on parle de la lutte contre la corruption, mieux le phénomène s'organise
Au point qu'il n'est pas rare d'entendre le citoyen dire la justice, c'est la faute à la justice. Elle est lourde, elle est lente. Mais au même moment, combien laisse la justice faire travailler correctement? Combien sont-ils à laisser la justice avoir les bras libres quand ils ont un frère, une sœur, un proche qui se trouve impliqué dans une procédure? Oui, on veut que la justice, la loi s'applique, mais contre les autres, pas contre soi. C'est pour cela qu'il faut analyser et revoir les conditions de la lutte contre la délinquance économique et financière. Ce tableau n'est pas reluisant, ce tableau n'est pas flatteur, loin s'en faut. Nous sommes au cœur d'une problématique profonde, l'homme et la loi, ou l'homme face à la loi. Quelle que soit la situation, la loi doit avoir droit de cité. La cour d'assises est donc un temps fort dans l'action judiciaire. Elle siégera pendant 1 mois. À terme, elle prononcera soit des peines de réclusion criminelle à perpétuité ou à temps, des peines d'amende, des peines complémentaires ou même des acquittements. Décisions qui interviendront après jugement. À présent, voyons un peu ce qui se passe et surtout ceux qui participent aux audiences de la cour d'assises. Ils sont nombreux à être présents dans cet espace dit d'apprentissage également pour les étudiants. Parmi cette foule, on dénomme les huissiers de justice, les témoins et les officiers de police judiciaire. Sira Bachili les a rencontrés, ils expliquent leur rôle dans ce reportage. C'est un ensemble d'acteurs qui interviennent dans les travaux de la cour d'assises, un ensemble qui forme un tout et chacun dans son rôle contribue à rendre la justice équitable et sans complaisance. Il s'agit des avocats, des huissiers de justice, des greffiers, des chefs de juridiction, des témoins et des officiers de la police judiciaire. Nous sommes en amont et en aval et dans l'exécution des missions vraiment de police judiciaire. Aujourd'hui, nous avons le devoir de constater en amont les infractions à la loi pénale, de rechercher les auteurs et puis de les connaître devant les parquets, c'est-à-dire devant les procureurs et chargés des tribunaux dans le district de Bamako et de Kati. Ils ont un rôle primordial dans le jugement. À charge ou à décharge, les témoins peuvent influer aussi sur la décision de la cour si toutefois ils ont des preuves concrètes. C'est une personne, selon la loi, qui a vu, qui a entendu ou à qui on a raconté une scène. Soit il est sur les lieux de l'accident et du crime, soit il a entendu dire ce que les autres lui ont raconté, ou tout simplement lui-même il a assisté. Dès que vous venez devant la juridiction, que ce soit le tribunal ou la cour, vous devez d'abord prêter serment. Et on vous rappelle que ce serment que vous avez prêté n'est pas une simple formalité. Que si vous violez, il s'est avéré par la suite des débats que vous avez menti au tribunal ou à la cour, vous serez poursuivi, condamnés et emprisonnés pour faux témoignage. Les étudiants en droit suivent eux aussi avec intérêt les sessions de la cour d'assises. Une occasion pour eux de voir les hommes de droit à l'épreuve et d'acquérir des connaissances. En tant qu'étudiants du droit, on ne fait que nous décourager. À chaque fois, quand on dit qu'on veut faire le droit, on dit que dans la justice, il n'y a que de la corruption et tout. Mais à travers ça, on a pu constater qu'il y a vraiment des bons juristes, qui sont de vrais juges, qui sont vraiment impliqués dans leur travail, qui veulent vraiment que le travail fonctionne. Donc, on peut tirer des leçons de ces gens-là, on peut les prendre pour exemple vraiment. La cour d'assises, c'est aussi l'assistance qui suit de près les travaux. Pour rappel, la cour d'assises est saisie par une décision de mise en accusation prise à l'issue de l'instruction d'une affaire. Et parlons à présent de la clôture de cette formation des avocats sur la justice pénale et le droit international. Pendant 4 jours, plus de 200 avocats ont renforcé leurs capacités en la matière. Le compte-rendu de Isaac Chenou. 4 jours ont permis aux avocats du Mali de mieux se ressourcer en matière de justice pénale et de droit international des droits de l'homme. Dirigés par des experts en la matière, les participants ont échangé sur des sujets comme les droits de l'homme au Mali, les standards du procès équitable, la justice transitionnelle, les droits de défense et le droit pénal international, infraction, procédure, complémentarité et coopération, entre autres. Elle a une importance pour nous, acteurs de la justice, en tant qu'auxiliaires de justice, de nous accommoder par rapport à ces outils qui nous viennent souvent des instruments internationaux et par rapport même à notre pratique professionnelle. Et qu'ils avaient une responsabilité, eux les avocats, de faire respecter la loi pour qu'un procès équitable puisse avoir lieu. Parce qu'un procès qui n'est pas équitable ne peut pas
garantir la stabilité, la paix et la sécurité dans un pays. Les gens ont tendance à dissocier le règlement de la crise, la paix, le processus de paix en dehors du droit. Le droit est le premier substrat qui permet aux personnes qui ont été impliquées dans un sens ou dans l'autre, qui ont été opposées dans un sens ou dans l'autre, d'abord d'une part d'évaluer leurs faits et gestes, leurs agissements et leurs actes. La MINUSMA, initiatrice de la formation, entend continuer cette coopération avec les avocats du Mali. Ces séminaires témoignent de la vitalité de l'ordre des avocats du Mali. Elles démontrent aussi d'un caractère dynamique des avocats du Mali à travers les échanges et les contributions que nous avons pu écouter au nom du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et de la MINUSMA, de nous engager à continuer cette coopération et collaboration triangulaire. Plusieurs recommandations ont été faites. L'événement a pris fin par une remise d'attestation de reconnaissance. Un casque bleu de la MINUSMA a perdu la vie dans la nuit du lundi 25 mai 2015. Un autre a été blessé suite à des tirs sur leur véhicule dans la zone aéroportière de Bamako. Le gouvernement de la République du Mali a aussitôt instruit aux services compétents d'ouvrir une enquête. Le gouvernement de la République du Mali présente ses condoléances attristées à la famille du disparu et à la MINUSMA et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement de la République du Mali réaffirme sa détermination et son engagement à apporter aux forces des Nations Unies toute l'assistance, la sécurisation et la protection conformément aux accords en vigueur. Et par rapport à cette attaque, l'URD condamne avec la dernière rigueur cet acte lâche et barbare que rien ne saurait justifier. Et c'est avec une immense émotion que le parti adresse ses sincères condoléances à la famille du disparu, au gouvernement bangladais et à l'ONU. L'URD souhaite prompt rétablissement aux blessés. L'URD exige que les responsables de cet acte terroriste soient recherchés, poursuivis, jugés et punis. Le parti élément Le Changement condamne fermement cette attaque et présente ses condoléances attristées à la famille du défunt, à la MINUSMA et au contingent des casques bleus au Mali. Il souhaite prompt rétablissement aux blessés. La Convention nationale pour une Afrique solidaire, Sénas Fasoere, a 4 ans. Pour célébrer cet anniversaire, le parti a animé une conférence débat. Écoutons le président du parti, Soumana Sako, qui est au micro de Mamoudou Sidibé. La conférence débat se situe dans le contexte de la célébration du 4e anniversaire de notre parti, la Sénas Fasoere, Convention nationale pour une Afrique solidaire. Et nous avons voulu profiter de l'occasion pour dire en langue nationale l'amananka le point de vue de notre parti et de nos partenaires sur ce qu'il est convenu d'appeler l'accord d'Alger. Accord, bien qu'il ait été signé par certaines parties représentant à Bamako, continue de le rappeler, accord d'Alger. C'est déjà significatif en soi. Certains nous disent, mais vous faites le médecin après la mort parce que l'accord a été déjà signé. Non, ça reste d'actualité. Et nous tenons à prendre date, à prendre le peuple malien, l'opinion nationale et internationale, témoin de l'opposition ferme de la Sénas Fasoere à ce document. Nous avons ce communiqué dans le cadre de l'organisation de l'élection législative partielle dans la circonscription électorale de la commune 5 du district de Bamako. Le président du comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe demain mercredi 27 mai 2015 pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h, indépendant, Moutara Diallo, 9h30, UNPR, Baba Samaki. Et juste après ce journal, vous pourrez suivre les messages de campagne du parti Sadi et du RJP.
paix. Je vous en parlais hier, le ministre de l'Éducation nationale sillonne quelques villes du pays en prélude de la tenue des examens de fin d'année. Après les étapes de Nyoro et Kaya, le ministre était hier à Kita où il a rencontré tous les acteurs impliqués dans la gestion des examens. À Kita, la situation est peu reluisante. Les programmes scolaires sont exécutés seulement à hauteur de 50%. C'est ce qui nous indiquent nos envoyés spéciaux Boubacar Sissoko et Barakou Maïga. Si au niveau des académies d'enseignement de Nyoro du Sahel et de Caille, les programmes scolaires ont été exécutés à hauteur de souhait, les multiples grèves des syndicats ont négativement affecté les programmes dans les écoles de l'académie d'enseignement de Kita qui couvrent les cercles de Bafouabé et Kita. À quelques jours des différents examens de fin d'année, tous les partenaires se sont donc engagés à faire des cours de rattrapage. Conformément à vos instructions, Monsieur le ministre, que l'Académie d'enseignement de Kita a pris des dispositions en vue d'une meilleure préparation des examens. Pour citer entre autres, l'élaboration des projets de décision de surveillance, de correction et de secrétariat pour les différents examens, l'évaluation du budget prévisionnel des examens, l'élaboration des états de paiement à l'intention, n'est-ce pas, des collectivités territoriales, l'organisation d'une série de rencontres avec l'ensemble des partenaires. Lors de ces différentes rencontres, l'Académie a recommandé les points suivants. Organiser des cours de rattrapage afin d'épuiser les programmes avant les examens, tout en préparant les enfants au contrôle. Devant cette situation périlisante, le ministre de l'Éducation nationale reste ferme. Les fraudes et les fuites de sujets doivent être bannies du système scolaire au Mali pour que les produits de nos écoles soient compétitifs dans la sous-région ouest africaine. Ce sont des moments extrêmement importants qui sanctionnent à la fois tous les efforts fournis par les enseignants, par les élèves, les parents d'élèves, toute la nation, pour donner aux enfants des connaissances qui constituent la trame même de leur formation. Puisque ces examens sont organisés dans des conditions catastrophiques, et je dirais c'est dans des conditions, dans un complot général, su par tout le monde. C'est comme si, de façon tacite, volontaire, tous les Maliens se donnent la main pour tricher. Durant les échanges avec l'ensemble des acteurs de l'école, les points de vue ont convergé pour soutenir la démarche du ministre Togo, qui compte mener une lutte implacable contre les fraudes et les réseaux de fuite de sujets. Cela passe aussi par l'épuisement des programmes d'enseignement dans les écoles, ont-ils indiqué. Le ministre était plutôt dimanche à Kita. La mission médicale chinoise de l'hôpital du Mali en appui à l'hôpital de Sikasso, ceci dans le cadre d'une semaine active, la semaine très attendue par les populations de Sikasso, nostalgiques des équipes médicales chinoises, a été lancée lundi. Sekou Konaté nous en parle. Pour cette semaine d'appui à l'hôpital de Sikasso, la mission médicale chinoise de l'hôpital du Mali va déployer plus d'une vingtaine de techniciens chinois. Pendant une semaine, en collaboration avec les personnels de l'hôpital de Sikasso, ils interviendront dans divers domaines. La mission d'appui va concerner les domaines suivants: la chirurgie oncologique, la chirurgie générale, la traumatologie, la gynécologie, la pédiatrie, la médecine interne, l'ORL, l'acupuncture, la radiologie, l'échographie et l'anesthésie. Véritable cadre d'échange, d'expérience et de renforcement de compétences. Cette semaine médicale est d'une importance sans conteste. Une initiative qui vient répondre à la nostalgie nourrie par les populations de Sikasso depuis le retrait des équipes chinoises des villes de l'intérieur. Et l'opération a tout son sens pour les autorités chinoises. Depuis longtemps, les médecins chinois avaient travaillé à Sikasso, je crois que pendant presque 40 ans. Et puis maintenant, tous les médecins chinois qui travaillent dans l'hôpital de Mali, mais la population de Sikasso reste toujours dans nos cœurs, dans le cœur de tous les médecins chinois. Donc c'est pourquoi on voudrait revenir à Sikasso pour continuer cette coopération qui existe toujours. Et les autorités et populations de Sikasso de saluer cette initiative du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. A préciser que les consultations communes seront à demi-tarif
Les interventions chirurgicales au profit des malades recrutés par l'hôpital seront gratuites. La visite de l'hôpital a mis fin à la cérémonie de lancement de cette semaine d'appui. Et à Ségou, démarrage des travaux de l'atelier de relance de la politique nationale de communication pour le développement. À l'issue des travaux de 2 jours, une feuille de route nationale sera élaborée par les participants de Ségou. Les détails, c'est avec Fousseini Samaki. Pour mieux relancer la politique nationale de communication pour le développement PNCD, le ministère de l'économie numérique, de l'information et de la communication, en partenariat avec l'UNICEF, n'a pas lésiné sur les moyens. En effet, le choix des experts et spécialistes de la communication devrait faciliter l'actualisation du contenu du document de cette politique avec les responsables de la communication des départements ministériels et services centraux. La région de Ségou, qui regorge d'énormes potentialités de développement économique, ne pouvait que se réjouir du choix porté sur elle. Nous interprétons la tenue de cet atelier à Ségou comme une invitation à emprunter le train de la communication pour le développement par tous, en particulier par le niveau régional et local. Le partenaire UNICEF s'est dit toujours prêt à accompagner le développement du Mali. Je voudrais vous assurer et dire notre détermination de vouloir accompagner le gouvernement à l'aboutissement des processus dans les meilleurs délais grâce aux partenariats que nous unissent et aux alliances que nous avons tissées pour améliorer les droits de l'enfant et au-delà les conditions de vie des communautés. Le ministère de la Communication ne ménagera aucun effort pour la réussite de cette politique. En effet, la communication pour le développement est définie comme l'utilisation planifiée et organisée des techniques et des moyens de communication, que ce soit médiatique ou non médiatique, pour promouvoir le développement à travers un changement d'attitude et ou de comportement, en diffusant l'information nécessaire et en suscitant la participation active et consciente de tous les acteurs et surtout des bénéficiaires au processus. Il est attendu de vos travaux des contributions d'amélioration et d'actualisation de la PNCD au regard de vos attentes et priorités. La relance de la PNCD sera aussi tributaire de votre engagement participatif à travers les secteurs clés que sont la santé, l'éducation, la protection de l'enfant, la promotion de la femme, l'eau et l'assainissement, la jeunesse, l'action humanitaire. Rappelons que le PNCD a été élaboré il y a 23 ans au Mali et elle touche tous les grands secteurs de développement national. Retour à Bamako, direction Koulouba, où le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, vient de recevoir tout à l'heure Jean-Louis Borloo, ancien ministre français et président de la Fondation Énergie pour l'Afrique. M. Borloo était venu parler d'un projet énergétique qui va donner du courant à notre pays dans toutes ses localités et à moindre coût. Le projet sera opérationnel à partir de décembre prochain. Nous reviendrons sur ce reportage dans nos éditions de demain avec Modibo Mariko. Et je vous le disais en début de cette édition, le président de la République a présidé cet après-midi à Samanko la journée du paysan. Cette journée a permis aux producteurs dégrainer un chapelet de préoccupations comme le sous-équipement, la sécurisation du foncier rural et le taux très élevé du crédit agricole. Le chef de l'État a apporté bien sûr des réponses aux préoccupations soulevées et annoncé la mise à la disposition des producteurs de 1000 tracteurs subventionnés à 50%. Envoyés spéciaux Tchédje Kamara, Aruna Diara et Siratigi Traoré, le président de la République, parle à leur micro. Nous sommes ici pour le lancement de la campagne agricole 2015-2016 et par la grâce d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, ce matin nous avons tenu un conseil supérieur de l'agriculture qui s'est bien déroulé et lequel a pris des décisions assez importantes. Nous savons que le monde rural malien, comme beaucoup d'autres mondes ruraux africains en général, connaît des problèmes et des distorsions qui empêchent son épanouissement. L'un des premiers problèmes les plus aigus dans ce domaine-là est le problème foncier. La gestion du foncier rural.
Là-dessus, le gouvernement s'est fait une religion. Il y a une loi également foncière qui a été adoptée. Et je crois que de mieux en mieux, ce secteur sera géré. Nos amis ont également émis un souhait. Celui d'être accompagné, car sous-équipé, dans un monde en perpétuel mouvement et en progrès constant, qu'enfin, ils soient contemporains de leur siècle et qu'ils soient eux aussi équipés en matériel agricole performant. Ils n'aiment pas la lune, ce faisant, car tout le monde sait aujourd'hui les progrès qui ont été faits dans le domaine de la mécanisation agricole. Nous sommes d'accord pour ce progrès-là qui s'impose, parce que nous souhaitons que le Mali reprenne sa place de grenier de l'Afrique de l'Ouest et au-delà d'ailleurs. Nous savons le paysan malien laborieux, courageux, sur des terres quelquefois ingrates. Il a besoin d'être accompagné, il a besoin d'être soutenu. C'est le devoir de l'État et nous le ferons bien volontiers. Nous avons donc accepté le plan de campagne agricole 2015-2016. Nous avons également souhaité que cet événement qui est annuel soit conforté chaque année de région en région pour qu'il soit l'émanation de l'ensemble du monde paysan malien. Et je crois que nul ne m'en voudrait si je rendais hommage à un de mes prédécesseurs, Kadé, le président ATT, qui a lancé le premier ces journées agricoles. Nous ne sommes pas gens de l'oubli. L'État est une continuité. C'est lui qui a créé les journées agricoles. Et Siratigi Traoré reviendra sur cette journée du paysan dans nos éditions de demain. Nous avons ce communiqué du gouvernement qui vient de nous parvenir. Le gouvernement de la République du Mali prend acte de la marche pacifique initiée aujourd'hui mardi 26 mai 2015 à Bamako par les organisations de la société civile. En rapport avec la situation du pays, le gouvernement salue l'esprit citoyen, démocratique et patriotique qui a prévalu tout au long de la manifestation. Toutefois, le gouvernement rejette les atteintes aux symboles des pays amis et des partenaires du Mali survenus au cours de la dite manifestation. Le gouvernement rappelle à l'ensemble des organisations de la société civile que les libertés d'opinion doivent préserver les valeurs d'amitié, d'hospitalité et de courtoisie légendaires qui ont toujours caractérisé la nation malienne. Thiemoro Sangaré est le nouveau président du comité exécutif de l'ADEMA-PAEJ. Il vient d'être élu à l'issue du 5e congrès ordinaire du parti. Thiemoro Sangaré attend réorganiser rapidement l'ADEMA en vue de faire face aux multiples défis du pays et de son parti. Le reportage est signé Ibrahima Traoré. 2 jours n'ont pas suffi pour boucler les travaux du 5e congrès ordinaire de l'ADEMA-PAEJ. Une longue attente des militants, des heures de tractation et de vives discussions. La commission d'investiture dirigée par Dioncounda Traoré a dû travailler jusqu'à 6 heures du matin ce mardi pour parvenir à un consensus. Consensus autour de Thiemoro Sangaré qui préside désormais le bureau national du comité exécutif de l'ADEMA-PAEJ. Il dirige un bureau de 65 membres pour un mandat de 5 ans. Abdelkarim Konaté est le premier vice-président, Draman Dambélé, 2e vice-président, Marimatia Diarra, 3e vice-président et Moustapha Diko, 4e vice-président. Thiemoro Sangaré entend s'attaquer très vite au renouveau et à la refondation de son parti. Le premier grand défi auquel la nouvelle direction va s'attaquer, c'est celui de la réorganisation du parti. Ces dernières années, on a constaté beaucoup de dysfonctionnements. Et le Congrès a fait un diagnostic sans complaisance et a dégagé les pistes d'action. Donc la nouvelle direction
va réorganiser le parti. La nouvelle direction a charge de remobiliser les militants. La nouvelle direction a charge de redonner confiance aux militants de l'ADEMA. Vous savez bien que les militants de l'ADEMA ont été marqués par l'intensité des dénigrements dont le parti a fait l'objet suite au coup d'État de 2012. Nous n'avons pas réagi sur le coup. Certains militants nous l'ont reproché. Mais nous sommes sûrs d'une chose, c'est que quelle que soit la durée que va prendre le règne du mensonge, il arrivera un jour où celui de la vérité s'imposera. Je repars fier et je repars plein d'espoir. Le conseil que je peux nous donner à nous tous, c'est plus de militantisme et plus de détermination pour les valeurs qui ont plaidé à la création de ce parti et pour son projet de société. La situation sécuritaire du pays préoccupe aussi le Parti africain pour la solidarité et la justice. La nouvelle équipe dirigeante réitère son soutien aux autorités nationales pour relever les multiples défis auxquels fait face le Mali. Quand on venait à la signature de l'accord d'Alger, nous avions espoir. Nous avons pensé que les protagonistes tous les protagonistes avaient un minimum d'amour pour le Mali. Mais nous nous sommes rendus compte que ceux qui ont refusé de signer l'accord après l'avoir paraphé, en fait, n'attendaient que ça pour reprendre les actions militaires sur le terrain. Nous le regrettons, mais nous disons que les autorités, le gouvernement devra prendre toutes les mesures pour apporter des réponses à ce qui se passe sur le terrain. Naturellement, la communauté internationale qui s'est engagée à nos côtés, me semble-t-il, est plus que tout le monde interpellé par cette situation. Ce 5e congrès ordinaire de l'ADEMA-PAICJ s'est achevé par l'adoption de nouveaux textes. Un vibrant hommage a été rendu aux différents pères fondateurs de l'ADEMA-PAICJ et particulièrement à Dioncounda Traoré pour son engagement personnel. L'Observatoire du bassin Niger-OBN entend former son réseau de gestion des données environnementales et socio-économiques, chose qui entraînera la mise en place des dépôts de données garantissant la fonctionnalité du bassin. Mariam Sagara nous explique. Après le Niger, le Tchad, le Cameroun et le Nigeria, le Mali tient son atelier pour formaliser le réseau des gestionnaires de données d'information environnementale et socio-économique dans l'opérationnalisation de l'Observatoire du bassin du Niger. Le Mali occupe 22% du bassin du Niger. Sur ces 4200 km, le Niger parcourt 1700 au Mali. Les présentes assises sont initiées pour convenir d'un mécanisme durable de partage et de nos connaissances diverses et variées pour un objectif de développement durable à l'échelle régionale. Le développement socio-économique de nos États, de notre pays, de notre espace commun, la préservation de l'avenir des générations futures en dépend. L'ABN bénéficie de l'appui de certains partenaires pour lutter efficacement contre les dégradations environnementales et pour promouvoir un développement durable du bassin. À la suite de la création de l'Observatoire du bassin du Niger par la session extraordinaire du Conseil des ministres tenue à Yaoundé en 2004, le Fonds français pour l'environnement mondial, FEFEM, à travers l'AFD, a accordé un appui financier de 1,2 million d'euros sous forme de subvention à l'ABN en vue de renforcer les capacités de cet observatoire. Il convient de renforcer la coopération internationale en matière de recherche et d'observation scientifique. Au niveau du bassin du Niger, cela devra se traduire par la coordination de l'observation systématique des principales composantes de l'environnement pour mieux comprendre et évaluer les dégradations et leurs effets. L'autorité du bassin du Niger exploite les ressources naturelles des 9 pays membres. L'ABN compte renforcer ses capacités pour développer la coopération économique du bassin du Niger.
Bamako abrite depuis ce matin l'atelier de capitalisation et de consolidation dans le cadre du processus Agir Sahel et Afrique de l'Ouest. Mahamadou Doumbia, compte rendu. En Afrique, la forte démographie influence la capacité nutritionnelle des États à cause de la sécheresse, la famine, les guerres ou autres troubles sociaux préjudiciables à leur développement. C'est fort de ce constat que les producteurs agricoles, les organisations paysannes, la société civile et le secteur privé ont adopté une déclaration à Ouagadougou au Burkina Faso en 2012 appelée Alliance pour la résilience, Agir Sahel et Afrique de l'Ouest. Cette initiative vise à réduire de manière durable la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle tout en accompagnant les politiques sahéliennes et ouest-africaines. Ce programme a en effet pour vocation de lutter efficacement et de façon ciblée contre la situation de précarité des familles et des ménages ruraux et urbains et apporter ainsi une réponse durable aux crises alimentaires et nutritionnelles récurrentes de notre région. Créer des réseaux est chose permanente, mais leur consolidation et leur capitalisation en sont tout autres. Surtout que cet atelier permettra d'intensifier la collaboration avec les parties prenantes. Nous insistons sur la nécessité de revaloriser les produits en vue de favoriser le consommé local. Nous pensons qu'il faut renforcer les effets positifs de la chaîne de valeur agricole. Et ça s'adresse à tous les points forts. Tant que la chaîne de valeur n'est pas mise en phase en Afrique, et que, comme nous le dit la CEDEAO, on ne transforme que 2% de nos productions agricoles, nous resterons toujours à la recherche de la nourriture pour nos populations. En tant qu'acteur majeur de l'Alliance globale pour la résilience au Sahel, Agir, vous avez pris le parti, face aux crises alimentaires et nutritionnelles récurrentes de notre région, d'être aux côtés des ménages, des familles les plus vulnérables, des agriculteurs en situation économique difficile, des agro-pasteurs ou pasteurs, des pêcheurs artisanaux et des travailleurs pauvres en milieu rural et urbain, avec une attention particulière à l'endroit des femmes et des enfants en situation de précarité. À l'issue de cet atelier, les axes d'intervention seront définis pour la mise en œuvre des recommandations et la capitalisation du document final. 36e session ordinaire du comité sahélien des pesticides. Ibrahima Choukari nous en dit plus. Pour être utilisés, les pesticides ont besoin d'être reconnus comme conformes aux normes environnementales requises. C'est ce que l'on appelle l'homologation. Cette 36e session ordinaire du comité sahélien des pesticides doit examiner les nouveaux et anciens dossiers soumis par les firmes agropharmaceutiques pour leur homologation. Les comités nationaux de gestion des pesticides doivent présenter au cours de la présente session le programme d'activité des pays membres. Ce cadre commun d'homologation des pesticides qui s'avère être aujourd'hui un outil précieux permettant d'améliorer la sécurité alimentaire tout en préservant la santé des consommateurs et en assurant la sauvegarde de l'environnement sahélien. Les acquis du comité sahélien des pesticides ont valu au CILS de recevoir le mandat de la CEDEAO pour la mise en place de l'animation du comité africain d'homologation des pesticides et des comités nationaux de gestion des pesticides dans les États membres de la CEDEAO ainsi qu'au Tchad et en Mauritanie. Cette situation nous commande de mettre tout en œuvre pour permettre au CSP de répondre efficacement à ces diverses sollicitations et demeurer un motif de fierté pour le CILS. L'examen des dossiers soumis permettra au CILS d'autoriser la mise sur le marché de nouveaux produits au profit de nos populations. Hommage a été rendu à feu Dr Adama Toé du Burkina Faso, arrivé au comité sahélien des pesticides courant 95 et qui en a assuré la présidence en 2011. Il a apporté sa riche et variée contribution au comité sahélien des pesticides et qui ont permis l'amélioration des systèmes d'homologation des pesticides. Réunion semestrielle entre les services centraux et les directions régionales de l'emploi et de la formation professionnelle. Une réunion présidée par le ministre de tutelle. Le reportage de Aïssata Ibrahim Maïga.
Depuis son arrivée à la tête de l'État, le président Ibrahim Boubacar Keïta a fait de l'emploi sa priorité. Un engagement suivi et rappelé à chaque fois que l'occasion se présente par le ministre en charge de l'emploi. Mieux que quiconque, vous mesurez ce que nous demandent les Maliens. Faire reculer le chômage et en juguler les conséquences désastreuses. Il nous incombe ensemble de restaurer espoir, confiance et dignité par l'emploi. Nous le savons, quand la crise est là, elle frappe et rejette aux marges de l'emploi les plus vulnérables. C'est à eux et à elles que s'adresse en premier lieu la politique de l'emploi. Il s'agit des jeunes, des déscolarisés, des femmes et des personnes handicapées. Au cours de ces 4 jours d'échange, une exploration des programmes et opportunités d'emploi sera faite. Nous avons une politique nationale de l'emploi et nous avons une politique nationale de la formation professionnelle. Il faut disséminer ces 2 documents, faire connaître le plan d'action aux différents partenaires sociaux et partenaires de la société civile. Car comme vous le savez, le chef de l'État s'est engagé, mais les Maliens attendent beaucoup du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Parce qu'en plus du chômage, vous avez le sous-emploi qui mine beaucoup la jeunesse. Cette rencontre semestrielle est aussi l'occasion de parler des problèmes et de la coordination des actions entre services centraux et collectivités. Ce qui s'est passé il y a environ 2 mois, il s'agit du drame de la migration. Et la migration n'est autre chose qu'une question d'emploi à résoudre. Et je crois que pour résoudre ce problème de migration irrégulière, il faut fixer les jeunes, il faut fixer les femmes, il faut fixer la population active pour qu'elle puisse avoir accès à la formation professionnelle et par là accès à l'emploi. Les participants à la rencontre ont rendu hommage au directeur régional de l'emploi de Tombouctou, décédé suite à un accident de la circulation sur le trajet Tombouctou-Bamako qui venait à cette même rencontre. Mieux se concerter sur le processus décisionnel des choix budgétaires déterminés sur la base des normes édictées par les nouvelles directives communautaires. Tel est le but de la rencontre initiée par le ministère de l'Économie et des Finances à travers la Direction générale du budget. Khadija Toukoné, les détails. L'amélioration de la gouvernance financière permet d'augmenter la capacité de résilience de notre économie et de réduire de manière significative la pauvreté et les inégalités. C'est pourquoi le ministère de l'Économie et des Finances, à travers la Direction générale du budget, a organisé cette rencontre pour une amélioration du bien-être social. Durant cet atelier, nous partageons les contraintes. J'entends par contrainte l'environnement économique dans lequel se prépare le budget 2016, mais l'environnement économique également dans lequel s'est déroulée l'exécution du budget 2015. Ensuite, nous échangeons sur la mise en œuvre du budget 2015. Nous échangeons également sur nos engagements pris avec les partenaires techniques et financiers, dont le Fonds monétaire international. L'atteinte de ces objectifs exige une bonne préparation du budget de l'État qui nécessite une large concertation de tous les acteurs concernés et une bonne utilisation des ressources publiques. Les innovations des nouvelles directives communautaires de l'UEMOA permettent de passer d'une logique de gestion budgétaire basée sur les moyens à une logique axée sur les résultats. Elle renforce la participation dans le processus décisionnel du budget, la transparence dans la présentation des informations budgétaires en relation avec les politiques macroéconomiques et sectorielles en vigueur. Elles permettent également le renforcement du contrôle externe de la performance des administrations par le pouvoir juridictionnel. Les résultats de ces travaux permettront à l'État malien de mieux faire face aux objectifs du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Le président du collège transitoire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali informe l'ensemble des opérateurs économiques que les rencontres B2B entre hommes d'affaires maliens et marocains auront lieu demain, mercredi 27 mai 2015, à partir de 8h30 à l'hôtel Radisson Blu. À cet effet, les opérateurs économiques qui n'y sont pas encore inscrits sont informés qu'ils pourront le faire sur place avant le début des dites rencontres. L'association des municipalités du Mali recherche
activement la somme de 3 milliards 400 millions de francs CFA pour appuyer le programme d'appui à la pérennisation des soins essentiels communautaires. Ce projet est lancé en 2011 avec pour mission de favoriser l'accès des communautés à la base, rencontre d'énormes difficultés en ce qui concerne la mise en œuvre de ces activités sur le terrain. Pour mobiliser les partenaires techniques et financiers autour de ce projet, une table ronde a été organisée dans ce sens et Abraham Maïga était sur place. La réussite de tout projet de développement dépend en grande partie des ressources déployées pour sa mise en œuvre. Parmi ces ressources, les finances occupent une place de choix pour l'atteinte des objectifs du projet. Voilà tout le sens de cette table ronde initiée par l'Association des municipalités du Mali. Une table ronde qui a pour objectif de mobiliser le secteur privé pour le financement du plan d'urgence élaboré en 2011 par le Mali. Ce que vous donnerez ici vous reviendra d'une manière ou d'une autre, car c'est vous les catalyseurs, les vecteurs de la consommation. L'agent de santé qui va recevoir son salaire est avant tout un consommateur des biens et des services. Donc vous êtes les pourvoyeurs. Un coût de plus de 5 milliards 400 millions de francs CFA, le programme d'appui à la pérennisation des soins essentiels rencontre d'importantes difficultés pour exécuter correctement ses activités. Et pour preuve, après 4 ans de présence sur le terrain, le déficit financier à combler pour assurer la prise en charge des besoins programmés est estimé à 3 milliards 400 millions de francs CFA. De 2012 à avril 2013, environ 15% de cas de paludisme, 27% des cas de diarrhée et 18% des cas de pneumonie ont été correctement pris en charge dans les aires de santé par les agents de santé communautaires. Ces agents vont traiter des populations. Mais qui sont ces populations? Ce sont d'abord nos frères, nos soeurs, nos mamans, nos papas, nos enfants, nos petits-enfants. Mais c'est aussi vos travailleurs. Il ne faut pas l'oublier. Et si un travailleur n'est pas en bonne santé, il ne peut pas donner le meilleur de lui-même. La prise en charge des agents de santé communautaire constitue une alternative qui permettra de donner une nouvelle dynamique à ce projet. Un programme qui a pour vocation essentielle l'amélioration des conditions de vie des communautés à la base. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout à l'heure, la météo avec Balkissa Idara. Le JT des formations, c'est aux environs de 22h avec Amadou Sankaré. Et demain, pour les éditions matinales, retrouvez Rachel Tessougué et moi, je serai là. Même heure, même plateau. Grand merci à toute la rédaction, particulièrement à nos téléspectateurs de Lobougoula dans le cercle de Sikasso. Bonsoir à tous.